Bonjour tout le monde. Voici la deuxième partie de notre vidéo consacrée à la société du spectacle et à ses liens avec la montée de l'extrême droite. Durant le premier épisode, on imaginait comment le contexte politique de ce début d'année 2026 serait perçu par un voyageur temporel qui nous viendrait des années 1980. Spoiler alert, notre voyageur, il y a deux ou trois trucs qui le cringe un peu sur les bords. Cette petite expérience de pensée nous a permis de comprendre les mécanismes de la société du spectacle, qui favorisent une perception parfois complètement renversée de la réalité sociale. En inversant les positions dominantes et dominées, ce processus oriente notre empathie et ce faisant, il nous conditionne à aimer des figures proches du pouvoir tout en éveillant de la méfiance, de la peur, voire de la haine envers les identités minorisées. C'est ce mécanisme, on le disait, qui explique par exemple qu'une personne puisse adhérer au discours raciste que lui inspire le traitement de l'actualité, par des médias et des formes de représentation dominantes notamment, tout en trouvant très sympa le voisinage qui partage des cornes de gazelle durant la nuit. Reste une question simple. Pourquoi cette mécanique devient-elle si puissante aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que nous voyons monter une demande d'ordre, de punition, de bouc émissaire, alors même que les problèmes de fond, eux, loin d'être résolus par ce contexte, semblent même s'aggraver ? Dans ce monde réellement renversé, on finit par entendre que les personnes LGBTQIA+, imposeraient leur sexualité, que les personnes pauvres arnaqueraient les riches, que les personnes blanches subiraient un racisme systémique, que les femmes domineraient les hommes et que les antifascistes seraient les nouveaux fascistes. Ces renversements qui nous font passer les entités dominées pour les entités dominantes n'auraient vraiment aucun sens s'ils ne s'inscrivaient pas dans un contexte structurel. C'est pourquoi au cours de cette vidéo, nous allons voir à qui profite le crime. On arrive à Quentin de Ranc, jeune militant d'extrême droite identitaire qui perd la vie le 14 février 2026 à la suite d'une rixe en marge d'une conférence tenue par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Pour l'extrême droite et la sphère médiatique qui la soutient, l'alignement des planètes tient du miracle. Alors que le jeune homme est encore entre la vie et la mort dans les jours qui suivent, une séquence politico-médiatique s'enclenche et la fenêtre d'Overton se déplace avec la force d'un tremblement de terre qui déplacera un continent. En hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. La France insoumise est pointée du doigt. Le parti serait d'extrême gauche, l'extrême c'est mal, et en outre l'extrême gauche serait responsable de la montée des violences politiques en France. Mais ce qui devient politiquement décisif, c'est la séquence de récits. L'événement sert d'appui pour inverser les positions. La gauche devient le danger, l'antifascisme devient le problème, et l'extrême droite se trouve recadrée comme une victime légitimée. Tout cela s'inscrit dans le contexte de la société du spectacle qui, on l'a vu, inverse les rapports de domination, inverse également la règle et l'exception, inverse aussi en conséquence le fait divers et le fait social, tout ça pour orienter notre empathie, nous faire aimer ce qui nous domine et détester ce qui est dominé. Ainsi, ce qui nous domine peut continuer à dominer tranquillement avec notre approbation collective. À ce stade, il faut poser une question simple. Qui a intérêt à ce que le débat public se déplace comme ça ? Comment on en est arrivé là ? Parce que oui, si on restait à la surface des choses, on pourrait se dire que finalement, il y a des modes politiques, que c'est le jeu démocratique et que cette tendance est le résultat d'une sorte de roue de l'infortune, et puis voilà, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à voir. Sauf que ces tendances s'inscrivent dans des contextes plus larges qui ont une influence majeure sur nos vies. Pour comprendre les cycles de l'histoire, il faut analyser ce qui détermine les cycles de l'histoire. Et une fois de plus, le capitalisme s'impose comme un facteur déterminant. Il est ce qu'on appelle un fait social total, parce qu'il conditionne nos manières de vivre, d'habiter, de travailler, d'aimer, de consommer, et aussi de nous informer. Bref, il définit notre réalité sociale. Alors bien sûr, il y a des liens évidents que nous enseignent les livres d'histoire. Par exemple, le rapport de cause à effet entre la crise financière de 1929 et la montée du nazisme est bien connu, on l'enseigne dans toutes les écoles. Le rapprochement fait d'autant plus sens que le capitalisme de nos jours se trouve aussi dans une situation de crise majeure, dont la crise des subprimes en 2008 n'était que la face émergente. Bref, pour comprendre les cycles politiques, il faut regarder les courants structurels. Pour le dire simplement, en faisant nécessairement des raccourcis, le capitalisme repose sur une logique précise. Investir de l'argent pour en récupérer plus. On récolte des profits à partir des bénéfices qu'engendre une entreprise, bénéfices qui sont eux-mêmes générés par le travail humain. Pour maintenir un contexte de croissance et de compétition, les marchés investissent toujours plus dans les machines et les technologies qui permettent d'être plus rentables. À côté de ça, les coûts liés à la dimension humaine de l'industrie, eux, sont relativement constants, parce qu'il faut bien payer les salaires. Sinon, qui va acheter tous les trucs qu'on produit ? Résultat, même si la production augmente, le profit rapporté à l'ensemble des capitaux engagés se resserre.
Quand cette rentabilité baisse, les entreprises investissent moins, elles licencient, et la concurrence devient plus brutale, avec des pressions sur les salaires et des délocalisations, ce qui participe à réduire la demande. Et puis on a dit aussi que la classe ouvrière avait disparu. Eh bien la classe ouvrière, elle est là, vous la voyez, elle se bat. Molex est simplement venu chercher des parts de marché et Molex délocalise ses productions en emportant tout notre savoir-faire, tout ce qu'on a créé. Quand la dette devient intenable ou que les bulles éclatent, une crise majeure surgit avec son lot de faillites, de chômage et de dévalorisation d'actifs. Paradoxalement, les crises purgent le système en détruisant du capital et en restaurant temporairement de la rentabilité jusqu'au cycle suivant. La facture, elle, est payée par celles et ceux dont les investissements sont perdants, mais surtout par les personnes travailleuses qui doivent affronter les conséquences d'une délocalisation massive, d'une augmentation du chômage, des précarisations et d'une fragilisation des services publics, puisque les États doivent eux aussi payer la facture. Il n'y a pas si longtemps, les sans-abri étaient quasi inconnus dans les rues d'Athènes. La solidarité familiale jouait à plein, chacun avait un toit. La crise économique et son cortège de chômeurs a changé les choses. Pour recevoir des aides de l'UE et payer les échéances de sa dette, le gouvernement a dû consentir de nouvelles mesures d'austérité, dont la réduction du salaire minimum, actuellement à 700 € et qui devrait passer à 586 €. Dans la rue, on n'en peut plus. Vous vous souvenez sans doute des lits d'hôpitaux manquants et des personnels soignants qui manquaient de moyens pendant la crise sanitaire. On les remerciait à coups de casserole. Pour continuer à croître malgré tout, le système se reporte souvent sur la finance. Crédit, bulles, spéculation, et régulièrement ça casse, puis on répare, puis ça recommence. Si on observe ce qui se produit à une échelle suffisamment grande, le capitalisme favorise toujours les logiques de profit, ce qu'on appelle le revenu capital, par opposition au revenu travail. Pour le dire plus simplement, il rend les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Et ça a des conséquences. Ce que ça produit socialement, c'est une expérience massive d'insécurité matérielle, de déclassement ou de peur de déclassement. Et puis de la colère, bien sûr. Beaucoup, beaucoup de colère. Et c'est là que tout se joue. Qu'est-ce qu'on fait politiquement de cette colère? Comment on l'exploite? Et si on pouvait la retourner à l'envoyeur? C'est là que la société du spectacle joue un rôle majeur. Souvenez-vous, dans le monde réellement renversé, les victimes deviennent les bourreaux. Ainsi, les portions les plus appauvries de la population deviennent responsables de l'appauvrissement de la société tout entière. De nombreux reportages nous montrent en ce sens des cas de fraude à l'aide sociale qui, mis bout à bout, nous donnent effectivement l'impression que notre société est faite de ça, de gens assistés qui nous tirent collectivement vers le bas. Notre empathie se tourne alors vers celles et ceux qui auraient réussi à la force des bras, partant du principe que l'accumulation de richesses passerait par le travail acharné et que nous aussi on peut y arriver par la volonté. Ce mythe de la méritocratie aboutit d'ailleurs à un slogan bien connu, mais aussi fort trompeur. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. Fort trompeur car il s'agit d'un mythe, contredit par la réalité structurelle et bien mesurée de notre société. On ne s'enrichit pas par le travail, mais par le fait d'investir une richesse que l'on possède déjà au préalable. C'est cet investissement, sous la forme d'un capital, qui légitime ensuite le fait d'exploiter le travail d'autrui. On se raconte plein d'histoires pour l'oublier, à commencer par le mythe de l'entrepreneur qui réussit. Or, cette histoire, justement, relève plutôt de l'exception que de la règle. Et on a bien vu que la société du spectacle était très forte pour justement inverser l'exception et la règle. Qui plus est, lorsque les fruits de la croissance se tarissent et que l'ascenseur social ressemble à une espèce de cours de base jump, il faut trouver de nouvelles ressources, mais aussi de nouveaux contre-feux pour détourner le regard de l'opinion publique. Je reviens encore à la phrase de Bourdieu. Qu'est-ce que le néolibéralisme? Un programme de destruction des structures collectives capable de faire obstacle à la logique du marché pur. Et ça, c'est un truc que notre voyageur temporel connaît déjà très bien, parce que dans le contexte des années 1980, et au lendemain de la crise pétrolière de 1979, à cause de laquelle il n'a pas pu avoir sa DeLorean, l'essor du néolibéralisme pose déjà un problème majeur. En France, un président socialiste, François Mitterrand, vient d'être élu avec un programme de gauche. Problème, à l'échelle internationale, le capitalisme connaît une nouvelle impulsion, sous l'influence de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, et de la fragilisation croissante de l'Union soviétique qui aboutit à la chute du mur de Berlin. Le néolibéralisme, qui se traduit par une financiarisation de l'économie, une mainmise des marchés sur l'État et une fluidification du travail, est à l'opposé exact d'un programme socialiste. Mais il impose un contexte de concurrence violent, qui incite les pays, du moins ses dirigeants, à s'aligner sur ces normes. C'est exactement ce qui se produit en 1983 avec le tournant de la rigueur.
Influencé par un bloc de conseillers technocrates avec lequel il travaille, le gouvernement socialiste se met à appliquer des réformes aux antipodes de ce pourquoi il avait été élu, en freinant les dépenses et en restant arrimé coûte que coûte au système monétaire européen. Ce tournant de la rigueur a un effet immédiat sur les tendances électorales puisqu'il provoque une percée majeure du FN au cours des élections municipales. Aujourd'hui encore, cet épisode politique est souvent décrit comme une trahison électorale. Il est également cité au cours des enquêtes pour justifier les conversions politiques de populations prolétaires de la gauche vers l'extrême droite. Avançons un peu dans le temps. Nous sommes au début des années 2000. La Coupe du Monde 1998 est encore dans tous les esprits et le slogan Black, Blanc, Beurre illustre le mythe d'une société apaisée au sein de laquelle les personnes citoyennes vivraient en harmonie, sans distinction liée à leur culture, à leurs origines ou à leur couleur de peau. Quelques consensus cimentent plus ou moins solidement ce pacte social, ainsi que quelques phrases clés que l'on cite comme un automatisme. Par exemple, « touche pas à mon pote » ou encore « le racisme n'est pas une opinion comme les autres, c'est un délit ». Quant à l'extrême droite et son parti le plus représentatif dans les urnes, j'ai nommé le Front National, et je parle pas des urnes funéraires, chacun garde à l'esprit qu'il s'agit quand même d'un parti fondé par d'anciens Waffen-SS, Pierre Bousquet et Léon Gauthier, ainsi que des sympathisants néo-nazis, notamment François Duprat, sans parler des nostalgiques de l'Algérie française et des membres de l'OAS, un bilan que l'on peut légitimement qualifier de pas ouf. Jean-Marie Le Pen, lui-même associé à des faits de torture durant la guerre d'Algérie, entretient cette réputation trouble en exprimant à plusieurs reprises des propos racistes et antisémites pour lesquels il est d'ailleurs condamné par la justice. Cela vaut au FN d'occuper une position relativement marginale dans le débat public, de ne pas être cadré par la fenêtre de Vorton. Bref, les nazis sont les méchants, les antifas sont les gentils, et ça c'est un peu la base de ce qui cimente relativement notre pacte social. Et non, je n'oublie pas que ce qui précède les années 2000 est loin d'être idyllique, et on va en reparler dans la troisième partie de cet épisode. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Le 21 avril 2002, l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles est un électrochoc pour toute une génération. Et ce qui est alors interprété comme une sorte d'accident de l'histoire va tout au contraire définir l'agenda politique pour les années à venir. Lentement, mais sûrement, les éléments de langage autrefois associés à la parole de Jean-Marie Le Pen se mettent de plus en plus à hanter un plus large spectre de la parole politique avec deux cibles prioritaires. La population arabe et ses alliés, que l'on a affublés de bien des noms, depuis l'islamo-gauchisme, lointain ancêtre du judéo-bolchevisme d'ailleurs, jusqu'au plus récent wokisme. Mais dès lors, effectivement, qu'on est majeur, quel est l'argument que vous pouvez utiliser, mettre en avant pour faire passer une loi qui, à l'université, empêcherait le voile? À l'université ou dans l'espace public pour les jeunes filles, encore une fois, je ne méconnais pas les difficultés. Et vous dites, il faut... De toute façon, nous ne pouvons pas céder. Les Français en ont assez de l'impuissance politique et publique à l'égard de ces phénomènes. Alors moi, ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y avait en arrivant un rayon de telle cuisine communautaire et de telle autre à côté. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Ce machisme, cette influence du salafisme des frères musulmans, cette réalité que l'on connaît. Le problème des campagnes en islamophobie qui se multiplient, c'est que, contrairement à ce qu'ont placardé ces étudiants en disant l'islamophobie tue, non, c'est l'accusation d'islamophobie qui tue dans ce pays. Après avoir fui en Italie, Olivier Hadzovic, 20 ans, meurtrier d'Abou Bakar Cissé, est de retour en France depuis hier après-midi. Il a été présenté à un juge d'instruction et mis en examen pour assassinat en raison de la race ou de la religion. Trop de complaisance avec une gauche qui a pris le contrôle de nos universités, de notre jeunesse, de nos rues et des élites intellectuelles de notre pays. Deux dynamiques se combinent. Une dédiabolisation stratégique de l'extrême droite et une diabolisation de certains adversaires, notamment à gauche, via des étiquettes qui servent à disqualifier. Pendant ce temps, la fenêtre de Vorton continue de bouger, et des récits structurants s'installent. Grand remplacement, ensauvagement, submersion. Et comme on l'a vu, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont de véritables outils pour cadrer le réel. Durant l'épisode précédent, nous évoquions l'histoire des masses médias. De nos jours, la plupart des médias dominants appartiennent à des intérêts lucratifs privés, qui influencent de plus en plus les lignes éditoriales. L'exemple du milliardaire Vincent Bolloré est bien connu, parce que le groupe financier qu'il pilote, grâce à ses capitaux, est structuré par une ligne éditoriale très clairement positionnée à l'extrême droite.
Qui plus est, dans son cas, les effets de concentration de capitaux et donc de pouvoir autour de ces groupes financiers concernent aussi bien des médias de divertissement que d'information, ce qui illustre bien la réalité matérielle derrière la société du spectacle. L'exemple de Vincent Bolloré démontre que posséder du capital en très grande quantité permet de faire levier pour influencer la société à grande échelle. Le système capitaliste étant par définition un pouvoir permanent, on peut logiquement parler de propagande. Cela dit, Vincent Bolloré n'est pas le seul, et il tend même à être l'arbre qui cache la forêt. Le Monde diplomatique publie régulièrement une carte intitulée « Médias français, qui possède quoi ?» Et cette carte nous permet de mieux comprendre la réalité matérielle derrière ces médias que nous suivons, ainsi que les biais que cela induit. Internet aussi est un lieu de prédilection pour la diffusion des idées d'extrême droite. Là encore, la distance avec la réalité d'un sujet ou d'un interlocuteur favorise les effets de trolling, voire de cyberharcèlement, puisque les dispositifs numériques représentent l'altérité, ce fameux autre avec un grand A, comme une abstraction. En effet, sur les réseaux sociaux, on ne s'adresse pas vraiment à une personne, mais à une chose sur laquelle nous projetons nos colères et nos frustrations. Dans ce contexte, ces modes de communication ont pour effet paradoxal de nous isoler, de nous individualiser et de déshumaniser les rapports sociaux. Dans son livre « Internet est-il de droite ?», la chercheuse Jen Schrady se base sur une enquête empirique au long cours pour démontrer que les organisations conservatrices, souvent plus dotées en ressources et plus hiérarchisées, tirent meilleure partie des outils numériques, ce qui tend à transformer Internet en amplificateur des rapports de pouvoir plutôt qu'en correcteur. Ce n'est peut-être plus tout à fait un secret à l'heure où certains dirigeants de GAFAM expriment leurs opinions d'extrême droite au calme. Mais ça met bien en évidence les dynamiques de manipulation à l'œuvre, les objectifs qu'elles servent, ainsi que leurs auteurs. De nombreux articles académiques démontrent l'impact de ce phénomène, la manière dont il amplifie la xénophobie, l'hostilité contre les minorités, mais aussi les passages à l'acte, un phénomène d'ailleurs qui se produit un peu partout dans le monde. Les algorithmes contribuent aussi à nous enfermer dans des chambres d'écho. Même si la recherche démontre que l'enfermement n'est jamais total, l'architecture de l'engagement et de la recommandation amplifie les contenus polarisants. Or, c'est justement là que se joue une partie de la dynamique de haine et que les bulles sociales se forment. La diversité de la société s'efface alors au profit de discours homogènes qui nous renvoient à nos propres certitudes. Là encore, nous voyons comment des structures matérielles contribuent significativement à propager des idées xénophobes. Et justement, une question d'ordre matériel se pose de nouveau. À qui appartiennent ces structures ? Qui les contrôle et avec quel agenda politique ? Le rachat de la plateforme Twitter, renommée X par Elon Musk, rappelle par exemple qu'un réseau social peut lui aussi être instrumentalisé à des fins politiques. Après tout, peu après avoir racheté Twitter, Elon Musk a bien soutenu l'investiture du président Donald Trump. La question de son influence politique sur le monde social peut donc être posée. Tout ce qui précède nous permet de livrer une analyse du traitement médiatique de l'affaire Quentin Derenque. Dans un monde réellement renversé, l'affaire nous a été présentée comme un guet-apens, un piège tendu par un ignoble groupuscule assoiffé de sang contre un militant qui serait mort pour ses idées. Tout ça aurait été piloté par le parti de la France Insoumise, ce qui serait la preuve indéniable que l'extrême gauche serait une source de violence majeure en France et une menace pour le pays. L'anti-France, nous dit même la ministre Aurore Bergé. Sauf que, d'abord, la thèse du guet-apens a été débunkée dès les premiers jours. Donc on pourrait s'arrêter là. Mais bon, continuons. Les liens entre l'organisation antifasciste La Jeune Garde et la France Insoumise existent. Ils sont même revendiqués. Mais aucune consigne émise par le parti n'a eu d'influence sur les événements qui ont conduit à la mort du jeune militant. La France Insoumise n'a été labellisée à l'extrême gauche que de manière très artificielle, dans un contexte de propagande profondément hostile au parti. Et que l'on adhère ou non aux idées de la France Insoumise et à la personnalité de son leader, son programme de relance keynésien n'est objectivement une menace que pour les intérêts d'une fraction infime de la population. Les intérêts de multimillionnaires, voire de milliardaires, dont le projet est d'imposer au reste de la société un pouvoir sans limite des marchés, y compris dans les domaines de l'information, de l'éducation et de la santé. Les liens entre la Jeune Garde et la France Insoumise existent. Ils sont même revendiqués. Mais aucune consigne émise par le parti n'a eu d'influence sur les événements qui ont conduit à la mort du jeune militant. La France Insoumise n'a été labellisée à l'extrême gauche que de manière très artificielle, dans un contexte de propagande profondément hostile au parti. Des membres de la Jeune Garde ont effectivement été impliqués dans la mort de Quentin Derenque, qu'on ne peut évidemment que déplorer. Mais il faut recontextualiser. D'une part, ce que sont des groupuscules d'extrême droite, c'est-à-dire des menaces parfois vitales pour des personnes portant des identités minoritaires. D'autre part, ce qu'est la Jeune Garde en tant qu'organisation antifasciste, c'est-à-dire une organisation qui se donne pour mission de protéger les personnes contre ces violences. Et à une plus grande échelle, beaucoup de médias indépendants ont rappelé que l'extrême droite était de loin la première source de violence politique et de passage à l'acte mortel.
À une plus grande échelle encore, l'extrême droite, au pouvoir, parce qu'elle repose systématiquement sur une idéologie xénophobe, augmente significativement le risque qu'un crime de masse soit perpétré. Et d'ailleurs, c'est là que la notion d'anti-France, prononcée par la ministre Aurore Bergé, pose vraiment problème. Ce terme est à l'origine un néologisme inventé par l'extrême droite anti-dreyfusarde, donc antisémite, ce qui montre bien le mécanisme de banalisation que nous avons décrit au cours de cette vidéo. À l'échelle de l'histoire, lorsque l'antifascisme a été dénoncé, criminalisé, voire associé à du terrorisme, ça en disait long sur la nature du pouvoir dominant. Et à ce stade de la vidéo, on a bien compris les mécanismes à l'œuvre. Loi de Brandolini oblige, les mensonges courent plus vite que les faits. Peu importe que de nombreuses infos aient été débunkées, comme j'essaie de le faire ici, l'impact du mensonge demeure, et avec lui, un énième déplacement de la fenêtre d'Overton vers l'extrême droite. Les campagnes médiatiques ne dénigrent pas la France insoumise par hasard, mais parce qu'il s'agit du seul parti qui, avec son programme, s'oppose à ce que les marchés et leurs intérêts contrôlent tous les aspects de notre vie. Comme on l'a vu, il s'agit d'un programme keynésien, une recette qui a structuré toute une partie du XXe siècle, notamment aux États-Unis. On est donc bien loin d'un califat staliniste halal mangeur de petits chats. On a vu que l'affaire Quentin de Ranc s'inscrivait dans un contexte plus général. La post-vérité, la loi de Brandolini, la fenêtre d'Overton, tous ces éléments sont favorisés par la structure politique et économique du capitalisme. D'abord comme un courant de fond, qui favorise un contexte de crise permanente, mais aussi sous la forme d'un soutien matériel actif de la part des groupes financiers, parfois personnalisés par des milliardaires, qui instrumentalisent leurs empires médiatiques à des fins politiques. Si on s'arrêtait là, cela voudrait dire que les événements que nous vivons ne sont qu'un copier-coller du passé, que nous serions condamnés à vivre en boucle. Pourtant, il y a quand même quelques particularités qui méritent d'être précisées, tant elles bouleversent, là encore, notre société en profondeur. Dans la troisième partie de cet épisode, nous verrons pourquoi cette crise a affecté profondément notre rapport à la connaissance et à la vérité, au point de questionner les bases mêmes de notre société. Nous verrons aussi que le contexte xénophobe, lié à l'extrême droite, ne vient pas non plus de nulle part. L'épisode sort très bientôt, d'ici là, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, pouce levé, abonnement, page Tipeee, vous connaissez le truc. Je vous le disais dans les épisodes précédents, la Socio qui gratte est encore une jeune chaîne, une toute petite chaîne, et votre soutien fera vraiment la différence pour la faire grandir. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, merci par avance, et à très vite. Ciao ciao.